C'est un droit pour vous de réclamer notre bonne humeur et c'est un devoir pour nous de vous l'offrir. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes donc jeudi 25 avril 2019, quatrième émission de cette semaine. Et aujourd'hui, au sommaire, vous savez qu'on a affaire à une journée verte et santé. Et on parlera donc de santé avec le docteur Tano Mea Antoine. Il est directeur, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Cette maladie qui fait encore des ravages. On va en parler donc avec le sujet paludisme, le point de la lutte en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, les échanges vont s'effectuer en compagnie de mon colistier chaleureux, pétillant, coloré et magnifique. Marcella. Merci Alix, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'intégrer la soucoupe matinale pour vraiment déguster des choses et d'autres. Il y a à boire et à manger chaque matin, vous le savez, du lundi au vendredi de 5h55 jusqu'à 7h30. Réalisation Christelle Akoussa avec toute l'équipe magnifique en haut comme en bas et puis aussi dans les bureaux parce que tout le monde travaille et concourt à ce que la matinale se porte bien. Se porte bien, c'est tout le credo, le leitmotiv de ce rendez-vous d'aujourd'hui parce qu'on va essayer de vous donner de la santé à travers Dr Aka Félix qui viendra nous parler des aliments à privilégier et des aliments à proscrire. Et puis aussi notre docteur en griffe et en développement durable, Cédric Lombardo, qui nous parlera toujours de développement durable avec la fougue et la passion qu'on lui connaît. Exactement. Et au titre de toujours la santé, on aura la santé de l'information avec Dr Régis Kofi pour aujourd'hui. Demain, ce sera Dr Koné. Et donc, pour aujourd'hui, on aura les 3 flashs, assurez-vous, Ivoire, Afrique et Inter. Donc, dans quelques instants, on le recevra pour le premier flash. Sinon, aujourd'hui, nous célébrons le docteur Saint-Marc, oui, docteur. Et nous célébrons les Saint-Marc qui sont nés donc le 26 avril. Et puis, petite lucane aujourd'hui sur un peuple de Côte d'Ivoire qu'on aime beaucoup, un peuple sympathique. Il s'agit du peuple Dida. Les Dida, donc une population d'Afrique de l'Ouest vivant donc au centre sud de la Côte d'Ivoire, près des villes de Lakota, Divo, Iré, Ouatta, Guitry, Fresco et Grand Laou. Ils font partie du grand groupe des Krou. Dans les années 1990, leur nombre était estimé à pratiquement 120 000 personnes. Il faut savoir également que le peuple Dida, un peuple guerrier avec une diplomatie hors pair. Chez eux, c'est la paix et le dialogue qui prime. En effet, les Dida sont le seul groupe ethnique en Côte d'Ivoire qui a 16 puissants alliés qui sont notamment, il faut savoir, les alliances interethniques. On a le peuple Abé qui est allié au peuple Dida, le peuple Akié, Ouatié, l'Adjoukrou, l'Abidji, l'Aladjan, Abouré, Avika, Maïzi, Bakoué, les Baoulés, les Ébriés, les Éotilés, les Kroumen, les Mbato, les Néo et les Sénoufo qu'on retrouve à Korogo. Alors, on salue tous ceux qui nous regardent dans cette sphère des hommes de Divo, de Lakota, tout ça. On les salue, on salue le vaillant peuple d'Ida. Aujourd'hui, nous souhaitons un être annuel des plus joyeux à certaines personnes. 26 avril 1964, Andy Bell, né Audrey Yvonne Bell, musicien britannique, chanteur et le parolier du groupe Air Azur. Et puis le 25 avril 1949, celui qu'on a connu pour son rôle au niveau de l'économie mondiale et aussi, hélas, pour des affaires de mœurs. Dominique Strauss-Kahn, homme politique français, célèbre aujourd'hui un an de plus, sans oublier le célébrissime Al Pacino, né Alfredo James Pacino, acteur et réalisateur américain. Celui qui vient, c'est un acteur majeur de la matinale dans les rôles principaux tous les jours, du lundi au vendredi. Lui, c'est Régis Kofi. Son film préféré s'appelle Le Flash. Réalisation du Flash également, Christelle Akoussa, metteur en scène, bien sûr, la matinale. Premier clap, c'est parti pour Le Flash. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à vous, Alix et Marco. Voici l'actualité nationale en 4 points. Débutons à Yamoussoukro, où s'est tenu hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix un conseil des ministres extraordinaire présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au titre des mesures prises, un projet de décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA entre l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds africain de développement. Il s'agit de financer le projet d'appui à la gouvernance de la filière cacao afin d'assurer un meilleur revenu aux producteurs.
On reste à Yamoussoukro. Les acteurs de la cohésion sociale sont en formation pendant 3 jours. Spécialistes des questions foncières, juristes, autorités préfectorales et membres de l'organe de médiation planchent depuis hier sur la question de l'amélioration de la gestion des conflits fonciers. Regardez. Source de richesse, la terre devient de plus en plus la source des conflits en Côte d'Ivoire. Les autorités préfectorales et les membres de l'institution, le médiateur de la République, consacrent même tout leur temps au règlement de ces conflits fonciers. La question de la gestion des conflits fonciers est donc préoccupante, d'où ces travaux de formation. Ils ont réuni spécialistes des questions foncières, cadres des administrations publiques, chefs traditionnels, membres du corps préfectoral et acteurs de l'organe de médiation. Objectif, réfléchir sur l'amélioration du règlement des conflits fonciers. Il faut leur donner le vrai contenu de la loi pour leur faciliter la médiation pour la gestion des conflits. Toutes les articulations des procédures qui permettent de sécuriser les droits du domaine foncier rural. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de l'organe de médiation, Nguessan Zekre-Suzanne, a témoigné la reconnaissance de son institution au programme des Nations Unies pour le développement, pour son appui. Le règlement des conflits fonciers représente un réel défi pour la préservation de la cohésion sociale dans notre pays. L'appui du programme des Nations Unies pour le développement permet la réalisation de cette importante activité dont la contribution à la pacification du climat social est évidente. L'enjeu et le défi majeur pour nous est le positionnement du médiateur de la République dans la prévention et la gestion des conflits dans une perspective de renforcement de la cohésion sociale et de paix durable. Durant 3 jours, les participants vont échanger sur le domaine foncier rural et les procédures de délimitation des terroirs villageois. Voilà, c'est un reportage de Charles Tatou. Parlons à présent des journées internationales mémorielles de la route de l'esclave. Après Krenjabo, les Bonis de Guyane, invités d'honneur ont été conduits à Kanganiazé dans le département de Tiersalé. Ce village est l'ultime étape de la route de l'esclave. C'est là que ces descendants d'esclaves ont pris attache avec la terre de leurs ancêtres à travers un bain de purification à la rivière Boudou. La 23e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 17e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail seront célébrées les 28 et 29 avril prochains. Ces journées visent à éveiller l'attention des travailleurs, des employeurs et des pouvoirs publics sur l'importance de la prévention des risques professionnels. Malgré les progrès de la science et de la technologie, les victimes d'accidents du travail sont encore nombreuses, selon la Caisse nationale de prévoyance sociale. Grâce Kando. Les statistiques sur les accidents du travail produites par l'Organisation internationale du travail révèlent 350 000 accidents mortels en Afrique chaque année. Et en Côte d'Ivoire, 8 000 cas sont enregistrés. La CNPS, avec le soutien du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, entreprend des campagnes de sensibilisation au niveau des entreprises, les aide à mettre en place des équipes de prévention. Elle aide également à lutter contre la gravité des accidents. Et je peux vous dire que ces dernières années, ces indicateurs ont connu une chute assez importante qui nous encourage donc à poursuivre cette action que nous avons déjà commencée. La 23e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 17e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail sont l'occasion pour la Caisse nationale de prévoyance sociale d'animer plusieurs panels dont la fonction sécurité au travail, rôle et importance en entreprise. En matière de santé et sécurité au travail, on a aujourd'hui dans des systèmes de gestion, de management de la santé et sécurité au travail les plus complexes, le rôle du fonctionnaire de la sécurité va jusqu'à piloter ces systèmes, ces changements, etc. Donc, c'est dire que le médecin seul dans l'entreprise ne peut pas résoudre toutes les problématiques de santé au travail. Il faut donc une équipe pluridisciplinaire et le fonctionnaire de la sécurité santé au travail fait partie de cette équipe pluridisciplinaire-là. Les accidents du travail réduisent la disponibilité du personnel. Réduire la disponibilité du personnel nécessairement va induire des risques au niveau de la rentabilité ou de la productivité de l'entreprise.
Et donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces ressources soient disponibles en faisant en sorte de mettre en place des actions de prévention suffisamment efficaces et durables pour faire en sorte que les collaborateurs soient également épanouis et qu'on puisse assurer le bien-être au travail. La Caisse nationale de prévoyance sociale prévoit des campagnes de sensibilisation sur les risques en entreprise dans les prochains jours. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 6h30. Merci Régis Kofi. Merci Régis. À tout de suite pour le deuxième flash. Et nous irons tout de suite pour le sport, fitness aujourd'hui, avec notre coach Cyril Niamke qui fera travailler le haut du corps, c'est la taille. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors aujourd'hui, on va travailler la taille avec mon téléphone encore une fois. On va travailler la taille avec un timer, c'est-à-dire une application qui va nous permettre de gérer le temps. On aura 30 secondes d'exercice et 10 secondes de pause. On va commencer sans plus tarder. Donc à chaque fois qu'on va entendre le bruit, le téléphone va nous guider au fait. On va commencer avec le premier exercice. Une position assise, d'accord? Toucher le sol de gauche à droite pendant 30 secondes. Et après ça, on aura 10 secondes de pause et on va enchaîner au fur et à mesure. Donc on décolle légèrement les jambes. Si vous n'arrivez pas à faire le mouvement comme ceci, posez les pieds au sol et faites continuer à faire le mouvement. Ça va diminuer la tension possible dans le dos. D'accord? Et là, vous devez sentir votre taille à 100%. N'oubliez pas d'expirer pendant le mouvement. Il reste 5 secondes. On va aller à notre tapis. Profitez des 10 secondes pour aller à notre tapis. Se mettre en position de planche sur le côté. Donc on va poser le coude au sol. Les deux jambes tendues, redresser le dos, sentir la taille ici et maintenir la position. Vous pouvez garder le bras tendu ou ici. D'accord? Si l'exercice est difficile, vous pouvez poser la jambe au sol comme ceci pour prendre appui et le rendre un peu plus facile. Allez. On respire. Encore 5 secondes. Ok, on va profiter de nos 10 secondes pour changer de position. Allez de l'autre côté. Allez. Le même exercice. On maintient la position toujours. Donc je rappelle que si vous n'arrivez pas à garder cette position, s'il est trop difficile, vous pouvez poser le genou au sol, comme moi là en ce moment, pour rendre l'exercice plus facile. Mais vous travaillez toujours de la même façon. Ça dépend des niveaux. Si vous avez un niveau un peu avancé, vous pouvez tendre la jambe, il n'y a pas de problème. L'objectif c'est de rester bien droit et bien sentir la taille en fait. Parfait. Maintenant, on va se coucher sur le dos, poser les mains au sol, écarter les bras, faire une petite rotation de la gauche vers la droite. Allez, on garde les genoux bien proches de la poitrine et on fait une rotation de gauche à droite. On prend appui sur nos mains et on fait une rotation à chaque fois. Allez. Pour 30 secondes, vous allez voir que vos jambes ont tendance à descendre quand vous allez faire la rotation, mais gardez-les toujours en haut pour protéger votre dos. Allez. Ouvrez bien les mains pour prendre appui au sol. Parfait. Encore 2 exercices. On va se mettre en position de pompe, monter le genou au maximum jusqu'au coude et alterner, changer de mouvement. Donc coude, genou opposé. On essaie de toucher, bien sentir la taille et on change de position. Ça ne sert à rien d'aller vite. Prenez tout votre temps. Expirez à fond et cherchez à toucher le genou. Une bonne rotation, suivie d'une montée du genou et de la jambe pour bien sentir vos abdos. Et on termine avec cet exercice très simple. Jambes fléchies, on va aller de gauche à droite. D'accord? Avant l'ensemble, allez go. Comme si vous cherchez à aller toucher votre chaussure et vous revenez brusquement pour partir de l'autre côté. Un mouvement rapide et explosif. Bon pour commencer un circuit et bon pour terminer. D'accord? C'est un bon finisseur. On va à fond à 100%. Allez, n'oubliez pas d'expirer à chaque fois que vous faites le mouvement. Parfait.
la taille a été bien travaillée. Comme je vous dis, c'est des exercices que vous pouvez reprendre. Dans ces 6 exercices, il y a forcément 3 exercices ou 2, je ne sais pas. N'hésitez pas à les refaire. N'hésitez pas à vous entraîner tant que vous pouvez. C'est bon pour la santé, c'est bon pour vous. Donc, je vous souhaite de passer une très très belle journée. J'attends toujours Marco et Alix, je vous attends. Mais j'espère que vous allez bien. À très bientôt. Au revoir. Faut nous attendre, mais franchement, c'est pas le bon moment pour nous attendre, hein, parce que là, on est en fin de saison, tout le monde est fatigué, mais on va faire un finish ensemble, là, coach, on vous promet. Dans la dernière semaine. Là, après, on lâche tous les gaz, et puis après, là, franchement, on est libérés, délivrés. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Il est 6h10, c'est Matin Bonheur. Si vous venez seulement de nous prendre hommage, c'est avec Dr Aka Félix que nous allons continuer le parcours, maintenant, la cavalcade matinale. Dr Aka Félix, il est naturothérapeute, vous le savez, il fait partie donc de l'inventaire de la RTI depuis des années maintenant. C'est notre consultant santé, surtout naturothérapie. Quel régime alimentaire pour une personne diabétique? Aliments à proscrire, aliments à privilégier. Bonjour. Bonjour, docteur. Je voudrais dire ceci, que le diabète, l'hypertension, le rhumatisme sont ce qu'on appelle les maladies de notre civilisation. Nous avons adopté un certain style de vie, une certaine hygiène de vie, et en fonction de notre potentiel vital, on va se retrouver donc à développer ici une hypertension, là un diabète. Ce que je voulais surtout proposer, c'est renforcer l'organisme au niveau du pancréas, parce que le pancréas qui souffre, c'est cette glande-là qui souffre, au niveau du diabète dit métabolique, diabète sucré, mais contrairement à ce qu'on pense souvent, le diabète métabolique sucré n'est pas forcément dû aux fruits. J'ai 39 années de pratique, j'ai reçu beaucoup de personnes à qui on a conseillé une bonne alimentation et cela a amélioré leur état de santé. Il faut surtout proposer un éventail d'aliments. Un éventail d'aliments, c'est-à-dire proposer une alimentation variée où on ne fait pas des mélanges qu'on doit faire. Je veux dire, par exemple, au petit déjeuner, je vois qu'il y a du chocolat assez bon pour les diabétiques, mais un chocolat non sucré. Voilà, Marcelin, c'est un chocolat, c'est bon. Je vois du chocolat assez bon, un chocolat non sucré, avec, comment on appelle, du pain complet. Et si on propose des fruits, il faut prendre les fruits non pas associés à des aliments cuits, Alix. Il faut prendre les fruits séparément. Je veux dire quoi? Que si on mange des fruits, on peut manger des oranges, des pommes, des mangues, des mandarines, tout ça. Le goût sucré, ce qu'on appelle le sucre des fruits, le fructose, n'a rien à voir avec le diabète. Si on ne mange pas ces fruits-là comme des desserts, c'est-à-dire si on ne met pas ces fruits-là sur du riz ou si on ne met pas ces fruits-là sur de la tchéké. Voilà. C'est le problème des combinaisons alimentaires. Et jusque-là, beaucoup de personnes piétinent à comprendre ce mécanisme simple. Si on mélange les fruits et les aliments cuits, forcément, on va développer ici une hypertension, là un diabète, ici des rhumatismes et là aussi des constipations. Parce que tout ce qu'on va programmer dans l'organisme, le métabolisme va se faire en fonction des mélanges qu'on a introduits. Oui. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que les fruits ne sont pas immédiatement responsables parce que tous les diabétiques que nous rencontrons ne mangent pas de fruits. Oui. Alors, quelle est cette petite sorcellerie alimentaire où les gens ne mangent pas de fruits, mais on dit que c'est les fruits qui donnent le diabète. Il y a un problème. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport aux fruits. Maintenant, pour les repas de midi, il serait bon d'introduire toujours des légumes. Et les légumes, on en a sur les marchés. Les carottes, les concombres, les tomates, le chou, les oignons. Surtout l'oignon. L'oignon, qui est un légume ou un bulbe, qui est un légume qui a une action remarquable sur le pancréas. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des sels minéraux dans l'oignon, mais il y a aussi un principe actif qu'on appelle la glucokinine. Ce principe actif-là agit remarquablement sur la glande pancréatique. On dit que la glande pancréatique est une glande endocrine, c'est-à-dire qu'elle sécrète des éléments. Et puis, elle les fait sortir dans l'exocrine. Mais dès qu'on va prendre l'oignon régulièrement, on protège son pancréas. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit manger peut soigner. Voilà. Donc, dans le diabète, il faut insister sur des légumes avant d'introduire un aliment cuit. Et puis maintenant, éviter d'avoir au même repas de la viande et du poisson. C'est vrai, c'est deux protéines, mais elles ne se digèrent pas de la même façon. Ouais. Voilà, c'est le grand problème. On s'est dit qu'on va mettre comme ça dans son plat des œufs, du poisson, de la viande, et puis on aura son compte. Complètement faux.
La soupe du pêcheur. Voilà, complètement faux. C'est très célèbre, hein, ici sous nos tropiques. La célébrissime soupe du pêcheur. Ah, oui. Donc, quand on fait par exemple une sauce, viande, on choisit. Voilà, on mange son assiette de légumes. Marcel, on mange son assiette de légumes, et puis après on mange sa viande avec son riz ou bien son attiéké. Le temps, 1 heure avant l'assiette de légumes ou Non, bien... non, non. On a mangé des légumes, dans les 5 secondes qui suivent, on mange son plat cuit. Ah, super. Bon, chaque fois j'entends dire comme ça, on mange les légumes 1 heure après. Pourquoi? On mange les légumes sont le sous-bassement. On met les légumes et puis après on met son plat cuit. Voilà. Docteur, à ce niveau, par rapport aux légumes, on a tendance à assaisonner avec quelques vinaigrettes. Les assaisonnements, si on veut garder une bonne santé, c'est des huiles de bonne qualité. De l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza. Et il y a même une huile qui est bonne pour les diabétiques, l'huile de cartame, qui est très bonne pour les diabétiques. L'huile de cartame, oui. Voilà, donc cette huile est bonne pour les diabétiques. Et on peut introduire aussi une huile qui pousse en Afrique, le balanites. C'est une huile qui est à peu près semblable à l'huile d'olive. Comment on dit le? L'huile de balanites. Elle vient du Burkina Faso. C'est une huile 100% végétale, première pression à froid. Et cette huile est vraiment de haute qualité biologique. Parce que quand on mange ces huiles, il faut toujours rechercher les omégas. Les oméga 3, 6, 9, qui protègent le cœur, qui protègent le cerveau. Voilà. Aujourd'hui, il faut nous expliquer. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que des fois, on nous mystifie pour des raisons marketing. Qu'est-ce que c'est que les omégas? Dans tout, oui, il y a les omégas, il y a B6, oui, B10, B12. C'est comme ça que la science fonctionne, Marcelin. Les omégas, ce sont des substances, ce sont des principes actifs qui existent dans les huiles. Et on a commencé à parler des omégas dans les années 1945. Pourquoi? Parce que les Américains sont allés du côté du Groenland. Ils ont trouvé les Esquimaux qui mangeaient du poisson cru. Et qui résistaient au froid. Et puis, ils n'avaient pas de problème de cœur ni de vaisseau. Les Américains se sont dit, mais quelle est cette histoire-là? Les gens mangent du poisson cru, mangent des graisses crues de poisson, sans problème. Lorsqu'ils ont fait l'analyse de ce poisson, ils ont trouvé deux principes qui cautionnaient donc justement que les Esquimaux n'avaient pas de problème au niveau du cœur. C'est le principe EPA, écosa pentanoïque, et le principe DHA, docosa hexanoïque. Ce sont des principes qu'il y a dedans. C'est ça la science. La science vous dit, c'est ça, on appelle ça oméga 3. Donc aujourd'hui, dans toutes les pharmacies spécialisées, vous avez donc ces oméga 3 en présentant en gélule. Vous pouvez acheter dans les pharmacies spécialisées. Vous en utilisez 2 gélules par jour. Est-ce que c'est tout qui est bon? Est-ce que c'est tout qui est bon? Parce que est-ce qu'il n'y a pas... comment faire pour distinguer le bon grain de l'ivraie? C'est ça. Voilà. Donc, alors, pour ces omégas-là, pour revenir à cela, c'est pas magique. Ce sont des principes. Dans un aliment, je prends par exemple ici le persil. Le persil, on le voit comme ça. Mais dès qu'on va prendre 2 bottes de persil, Marcelin, qu'on va écraser ce persil, si on le donne à une femme, elle fait venir ses règles. Pourquoi? Parce que dans le persil, il y a des principes actifs qui agissent sur les glandes génitales de la femme. Ah bon? Pourtant, on le met comme ça sur la salade, on mange comme ça. Mais dès qu'on prend en certaines quantités, ça devient médicament. Donc on dit que le persil est un alicament. Oui. Voilà. Un aliment-médicament. Merci beaucoup pour l'information. Aliment-médicament. Voilà, est un alicament. Donc c'est un peu cela. Alors, pour nous résumer, au niveau du diabète, il faut dissocier les protéines. Il ne faut pas manger viande et poisson en même temps. Il ne faut pas manger poisson et œufs en même temps. Il faut les dissocier. Quand il y a la fête, comme on l'a dit, avant-hier c'était les Pâques, on pouvait faire quartier libre, on pouvait manger ce qu'on veut. Mais dès qu'on reprend ces bonnes habitudes, il ne faut pas jouer avec la vie, il ne faut pas jouer avec la santé. Dès qu'on va se laisser aller sur certains aliments, on va commencer par fatiguer l'organisme. Voilà, on fait trop de mélange, on commence par fatiguer l'organisme. Et puis, un bon diabétique peut boire un bon verre de vin. Un bon diabétique? Oui, un bon diabétique, celui qui est reconnu, il fait pipi 4 fois, 5 fois la nuit, on regarde sa glycémie, on sait qu'il a dépassé 1,10, il a 1,25, 1,30, ça c'est les normes. C'est les normes, c'est comme ça que tout le monde doit se référer. On dit les références internationales. Et le diabétique, il va boire du vin, il ne boit pas n'importe quel vin. Il va dans un supermarché, il regarde, il y a les cépages. Ici, il y a le merlot, ici, il y a le syrah, ici, il y a le tanat, ici, il y a le grenache. Ici, il y a le pinot noir. Voilà les vins qui sont antioxydants que la science a montré et démontré qu'ils sont bons pour la santé. Voilà. Un verre par jour. Voilà. Un verre par jour, c'est suffisant. Un verre par jour, c'est suffisant parce qu'au-delà de 2 verres... Un verre normal par jour. Il ne faut pas remplir... Parce que je connais des verres chez des amis qui sont plus des verres, qui sont des seaux. Un verre par jour. Hein. Le monsieur qui dit un verre, il a un litre de verre. Un verre légal, normal, reconnu internationalement par l'association. Quand vous allez en Allemagne, les gens vous parlent d'un verre, c'est 1 litre. Hein? Ah ben oui, 1 litre. Surtout au festival de la bière. La bière, voilà, ils appellent ça en allemand à une face. C'est-à-dire 1 litre, là, vous avez ça.
Et quand vous buvez ça, en tout cas, Si vous ça allez doit faire être pipi. un par jour comme ça, c'est pas sûr qu'à Voilà. Donc, la suite de la il faut journée. éviter de prendre des fruits comme dessert. Si on mange des fruits comme dessert, on vient compliquer la digestion des protéines, on vient compliquer la digestion des farineux, des féculents. Donc, pas de dessert sur un repas qui est déjà assez complexe. Wow. Voilà. Et c'est le problème. Tant que l'homme de science, l'homme de santé n'a pas compris qu'il y a des combinaisons alimentaires qui sont bonnes et qu'il y a des combinaisons alimentaires qui ne sont pas bonnes, on va toujours rester dans les mêmes. C'est ça les maladies de notre civilisation. On mélange tout. Notre civilisation dit qu'on peut manger de tout et de tout à la fois. Donc l'homme est devenu omnivoriste. Il mange de tout et de tout à la fois. Mais il a oublié que sa première fonction, c'était d'abord d'être frugivore. Il doit manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes par rapport à son anatomie. Et puis maintenant introduire des seconds aliments, des poissons, des œufs, etc. etc. Voilà, donc il ne faut pas oublier cette remarque-là, elle est très importante. Voilà. Docteur, donc voilà ce que je voulais dire. Oui. À ce niveau-là, avec tout ce que vous nous expliquez, là, on devrait faire un démantèlement de notre culture alimentaire. Comment ça va se passer à la maison? Comment amener tous ceux qui sont à la maison à changer leurs habitudes progressivement? Oui, c'est ce que je dis toujours quand je fais mes conférences. J'ai dit, il y a la forme qui est là. Maintenant, on va utiliser 3 suffixes. Le suffixe con, le suffixe ré et le suffixe trans. Qu'est-ce que ça dit? Si on se conforme, le suffixe con, on n'avance pas. Si on se réforme, le suffixe ré, on avance. Et si on se réforme, on va au suffixe trans, on se transforme. Donc la forme est là, mais c'est le suffixe qui change. C'est-à-dire, en fait, il faut sortir des sentiers battus. Pendant des années, on nous a dit que manger des fruits après un repas, c'est l'idéal pour la santé. On nous a bassiné ça, alors que là, vous êtes iconoclaste, c'est un mythe qui tombe. C'est-à-dire qu'il faut manger des fruits bien avant, des légumes bien avant. Avant quoi? Avant le repas. Avant le repas. Les légumes? Les fruits. Oui. Non. Les fruits, si on les mange, c'est 2 heures avant le repas. 2 heures avant. Ou 4 heures après le repas. Ah, d'accord. Avant ou après? Voilà. Les seuls aliments qui se mélangent avec tous les autres, après. Marcelin, Eric, c'est les légumes qui se mélangent avec tous les autres. Mais les fruits ne se mélangent pas du tout avec les aliments cuits. Les fruits peuvent se mélanger avec des légumes, les choux, les carottes, les légumes crus. Mais dès qu'on met les fruits sur des aliments cuits, le métabolisme change complètement, il est vicié. Et ça, c'est ce que j'appelle les maladies de notre civilisation. On est dans un système, quand vous allez à table, on vous propose quelquefois une entrée, on vous propose un plat cuit, on vous propose ensuite des desserts, on vous propose des glaces, on vous propose un café, un pouce café, et puis on vous amène au cimetière, un pouce cimetière. Oh, docteur, quand même. Mais si avec ça, on fait du sport, ça peut atténuer un peu? Le sport, moi, je conseille la marche. Je conseille la marche. Ceux qui font du sport de compétition, c'est bon, mais il doit avoir une hygiène alimentaire conséquente. Regardez ce footballeur ivoirien qui a joué à Monaco, Youssouf Fofana. Il pouvait avoir une carrière formidable. Mais Youssouf Fofana ne mangeait pas de fruits, ne mangeait pas de légumes. Chaque fois, il avait des claquages au niveau des muscles. J'ai plusieurs fois envoyé du courrier, je ne sais pas s'il les a reçus. Ça, c'est un scoop. Hein, les claquages. Les muscles ont besoin d'énergie, pas seulement du côté du riz ou du pain, ont besoin aussi des fruits. C'est difficile, c'est quand même difficile à croire un sportif qui ne mange pas de fruits. Un sportif il y a doit quand manger même des un suivi fruits au niveau du club de la principauté. Marcelin, regardez tous les joueurs. Actuellement, c'est les tournois de tennis. Tous les joueurs de tennis ont un paquet de bananes à côté. Pourquoi? Parce que dans les cyclistes aussi. Ils vont frapper dans la balle, ils vont courir, c'est 6 heures de match, 4 heures de match. Mais personne ne peut tenir même 1 heure de temps. Un match normal, c'est quoi? C'est 45 minutes. Là, ils sont à la 3 heures, 4 heures, ils vont pomper dedans et ils prennent la banane qui apporte de l'énergie vraie. L'énergie aux muscles, des hydrates de carbone, et puis qui apporte du sucre dans les tissus. Il y a une légende qui dit une banane chaque jour, garde le docteur loin de vous. Si on mange une banane chaque jour, mais pas sur le repas cuit. D'accord. Voilà. Pas sur le repas cuit. Bonne combinaison. Voilà. Comme on disait ici tantôt, les intellectuels doivent introduire du sucre de bonne qualité pour le cerveau. La banane fait partie, les raisins, les pommes, les mangues, pour le cerveau. Le sucre a une destination nutritionnelle d'abord pour le cerveau. Ensuite, les protéines, c'est la charpente, les muscles. Et puis ensuite, le riz, le pain, c'est l'énergie. Voilà, on va courir, on va marcher. Mais si on reste dans la viande, le poisson, la tchéké et qu'on ne mange pas de fruits, le cerveau finit à 65 ans, 70 ans pour avoir des problèmes. Il se ratatine. On dit ramollissement cérébral. Parce que le cerveau ne reçoit pas le carburant qu'il faut. Et toutes ces maladies qui vont se développer viennent de quoi? Du fait que le cerveau n'a pas le carburant qu'il faut. Regardez par exemple, dans les maladies où on parle de la maladie de Parkinson, où les gens tremblent comme ça. Hein? C'est des maladies neurologiques. Mais c'est quoi? Il manque la dopamine, cette substance qui sert de médiation entre un neurone et un autre neurone. Mais cette dopamine, on la trouve dans l'alimentation. S'il ne faisait pas cela, il y a des gens qui vont passer 65 ans, ils commencent à avoir des problèmes de santé, maladie d'Alzheimer. Vous connaissez cette maladie d'Alzheimer, où les gens commencent à perdre la mémoire, les gens ne savent plus marcher, ne savent plus parler, ce qu'on appelle la maladie des 3 ans.
Mais dès que vous introduisez une alimentation saine et que vous boostez un peu avec un verre de vin, vous poussez, oui, j'insiste, le vin, ce sont des études qui ont été faites. On viendra un jour ici pour en parler. Les études ont été faites. J'imagine qu'il y a beaucoup qui sont souris devant le poste. Un verre de vin homologué. Mais oui, je partage votre opinion, Marcelin. Il ne faut pas aller avaler un litre. Parce que si vous passez déjà 2 verres de vin, vous rentrez dans ce qu'on appelle le méos. Moi, je connais un ami qui appelle son docteur. Docteur, est-ce qu'exceptionnellement, comme c'est samedi, je peux prendre un autre verre? Un gars qui manage son docteur. Alors, docteur, je veux revenir sur les fruits. Quid des fruits secs? Les fruits secs sont bons. Ce sont des fruits en général, soit sucrés ou bien oléagineux. Fruits secs oléagineux qui contiennent des huiles. Les amandes, les noix, les noisettes, les cajous, les arachides, c'est des fruits secs. Ils sont bons. On peut les prendre en alternance avec les fruits. C'est-à-dire, aujourd'hui, on mangeait des fruits secs au petit déjeuner. Demain, on mangera des fruits juteux. Voilà. Et puis après, quand on fait du sport, comme tout à l'heure, monsieur présentait le fitness là, quand on fait du sport, on mange des fruits secs crus, des fruits secs crus, mais sucrés. C'est l'énergie qui est concentrée. Une poignée comme ça nous suffit. Exemple. Les dattes, qu'on appelle les figues, les raisins secs, les bananes séchées ou même les bananes normales, bananes douces normales. C'est des fruits qui sont... Les mangues séchées aussi? Il y a les mangues séchées, oui. Mais là, elles n'ont pas la même fonction parce que c'est la saison, il n'y a pas de farineux dans la banane. C'est un bon concentré pour faire maigrir certaines personnes, pour couper un peu la faim. Les gens qui aiment grignoter, quand ils prennent des bananes séchées ou bien des mangues séchées, voilà, ça coupe un peu la faim. Ça se voit maintenant. Grande grignoteuse. Ça se voit maintenant. Grande grignoteuse de Alice, c'est une superbe femme, elle est belle et tout ça. Si elle mange beaucoup de fruits, elle va encore entretenir sa beauté pendant des années, des années, des années, des années. Voilà. Elle ne fait même pas ses 45 ans. Ah, moi, je ne sais pas. Je suis loin du compte, très loin. Non, docteur, pour récapituler, puisqu'il nous reste seulement une minute pour récapituler, qu'est-ce qu'on doit retenir? Pour récapituler, on peut alterner au petit déjeuner des fruits avec... Aujourd'hui, on fera des fruits. Demain, on fera des aliments cuits, mais toujours des mélanges compatibles. Pas de café au lait, pas de thé au lait, pas de cacao au lait. Voilà. Ou le café, ou le thé, ou le cacao, avec le pain complet ou bien quelque chose qu'on a envie de manger avec. Et quand on prend, par exemple, du pain avec une omelette, il faut toujours dans l'omelette mettre des oignons, de l'ail, de la tomate, voilà, des antioxydants. Il faut les mettre. Antioxydants pour la santé, antioxydants. Merci beaucoup à vous, docteur Aka Félix. C'est toujours un plaisir de vous avoir. La santé de cette émission se poursuit avec la vitalité de la météo et du journal. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps généralement nuageux sera présent sur les zones de la bande centrale, du sud et du nord avec parfois de faibles pluies localisées. Par la suite, le temps y sera simplement nuageux et quelque peu ensoleillé. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux avec une intrusion progressive du soleil. Côté température, on notera 26 degrés à Abidjan et à Adiaké, 25 degrés dans les villes de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa. Korogo affichera 24 degrés ainsi que la ville de Mans, 23 degrés à Odiéné, 25 degrés dans les villes de San Pedro, de Sassandra, de Tabou et dans le district de Yamoussoukro. Durant l'après-midi, les régions du sud forestier, du littoral, de l'ouest et du nord seront intéressées par des perturbations orageuses. En fin de période, ces perturbations seront accompagnées de pluies modérées ou fortes, notamment dans le sud forestier, à l'ouest et au nord du pays. Les autres régions du pays resteront généralement nuageuses. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 degrés dans les villes de Bondoukou, de Bouaké, de Daloa et de Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa. Korogo affichera 35 degrés, 32 degrés, ça sera la température minimale dans la région du Tongri, précisément dans la ville de Mans. Odiéné affichera 34 degrés, 32 degrés dans les villes de San Pedro, de Sassandra et de Tabou et 34 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme à vous et agréable journée sur RTI.
Madame, Monsieur, vous suivez le point de l'actualité africaine. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques en mission récemment au Maroc a visité une pépinière moderne dédiée à la production de plants certifiés à l'échelle internationale. Kader Sogodougou. La pépinière Zneiber, à quelques 20 km de Meknes au Maroc, est spécialisée dans la production de plants certifiés d'une large gamme d'espèces fruitières. Un site que découvre une délégation ivoirienne conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Des pépinières certifiées à l'échelle internationale. Nous produisons ici quelques 4 à 5 millions de plants annuellement, dont 1 million, 1,5 million pour les agrumes, une grande partie pour les oliviers, que nous vendons ici, que nous exportons aussi un peu. La pépinière Zneiber propose une large gamme d'espèces et de variétés. Rosacées fruitières avec des pommiers, des abricots, des oliviers picoils et autres, des agrumes, dont des oranges, des clémentines, etc. Une activité source d'emploi. Les femmes sont présentes dans le milieu. Un jour, on transférera le savoir des femmes marocaines chez vous. On vous montrera notre expérience. On va vous montrer ce que la femme peut faire, que la femme peut gérer, peut être responsable, peut être ingénieur, peut être femme à la maison à la fois et peut être aussi dans le travail chez dans un milieu qui est consacré aux hommes. Une expérience enrichissante pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus sur ce site pour d'abord engager un partenariat avec les experts qui sont là pour encadrer ce que nous faisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est de notre devoir de venir à l'origine même des plans pour nous enquérir des réalités. Et ici particulièrement, nous avons vu qu'il y a beaucoup de variétés de plants qui donnent des fruits divers. Et pour nous, c'est une grande fierté de découvrir ce site. Des experts marocains viendront donc tenter de faire pousser ces pépinières sur le sol ivoirien. C'est pour bientôt. 40 militants issus d'un mouvement indépendantiste du Cabinda, une enclave angolaise riche en pétrole située entre les deux Congos, ont été libérés après près de 3 mois de détention. Ces militants faisaient partie des quelques 70 militants interpellés fin janvier à Cabinda en amont d'une manifestation qui devait commémorer le 1er février le traité reconnaissant l'autonomie du Cabinda conclu il y a 134 ans selon le mouvement indépendantiste du Cabinda. Le mouvement de contestation au Soudan a encore accru la pression mercredi sur les dirigeants militaires en brandissant la menace d'une grève générale et appelé à une marche d'1 million de personnes aujourd'hui pour réclamer un transfert rapide du pouvoir à une administration civile. Au Mali, face à la récente flambée de violences intercommunautaires dans le centre du pays, 263 personnes ont trouvé refuge dans 2 camps de fortune situés dans la périphérie de Bamako, la capitale. Ces dizaines de familles vivent dans le besoin. Les autorités maliennes et des personnes de bonne volonté leur viennent en aide. On reste au Mali. Le Mali qui est redevenu le champion africain de la production de coton. La filière représente près d'un quart des exportations du pays et 40% des revenus de la population rurale. Mais le manque de transformation de la matière première au niveau local pèse sur cette filière clé de l'économie. Regardez. On le surnomme l'or blanc. Le coton, un produit délicat, récolté minutieusement à la main. Il est devenu le principal produit d'exportation du Mali. Pour encourager son développement, le gouvernement subventionne son engrais. Le secret d'une récolte rentable, une fibre de qualité. C'est bénéfique car ceux qui cultivent du coton ont des engrais. Par contre, ceux qui ne le font pas ont des difficultés d'accès aux engrais, même s'ils ont de l'argent. Il nous arrive de cultiver aussi du maïs, en plus du coton. Mais sur cette récolte, seule une partie sera transformée au Mali. Le coton est principalement exporté à l'état brut. Une tendance que Marianne veut changer. Dans sa boutique de Bamako, elle utilise des bandes de tissu traditionnelles et du fil fait à la main pour en faire des vêtements 100% coton bio.
Voilà, il y a des métiers, il y a du savoir-faire et c'est un réel enjeu social, culturel et de patrimoine. Donc c'est regrettable que tout parte non valorisé. L'usine de Comatex utilise la matière brute pour en faire du fil, des tissus et des vêtements. Une exception dans le pays. Ici, on traite 1% de la production malienne. Et face à la concurrence étrangère, les affaires vont mal. Apparemment, on pense que c'est un grand marché textile, mais le marché là est inondé. Inondé, je vais dire, par les produits textiles d'importation qui sont moins chers. Bon, ça entrave beaucoup les activités de l'entreprise. Avec 728 000 tonnes en 2018, le Mali est le premier producteur de coton d'Afrique. À peine 2% ont été transformés localement. Désormais, au Ghana, des drones assurent la livraison de fournitures de médicaments dans les zones reculées. Les populations rurales, souvent coupées de tout, et notamment de la médecine, pourront voir tomber du ciel des poches de sang ou encore des médicaments. Je vous invite à suivre quelques réactions. People are in urgent need when their life is on the line and the hospital might not have the blood or medicine they need to stay alive. We're able to get that medicine to them in 15 to 20 minutes by sending a drone and airdropping a package of medicine to the hospital. We believe very much that if it happens that we have to bring things on an emergency basis, it's going to be much easier for us. 30 minutes, you have these products delivered to you. Au Tchad, le porte-parole du collectif contre la vie chère, Denga Nayal Nelly, a été arrêté pour avoir maintenu son appel à manifester contre la pénurie de gaz malgré l'interdiction du gouvernement. La justice américaine a condamné à 7 ans de prison les Guinéens Mohamed Touré et son épouse Denise Cros-Touré, reconnus coupables d'avoir réduit en esclavage une jeune femme pendant 16 ans. Il est reproché au couple d'avoir fait venir la victime de la Guinée au Texas en 2000 pour la forcer à travailler pour eux sans rémunération. Mohamed Touré, fils du premier président de la Guinée, Sékou Touré, et son épouse sont condamnés à verser une indemnité de 288 620 $, environ 153,8 millions de francs CFA à la jeune femme dont l'identité n'a pas été dévoilée. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 h pour l'actualité internationale. Et on espère que ça va se faire comme ça pour d'autres pays, parce qu'on entend, il y a d'autres pays aussi qui réduisent à l'esclavage des ressortissants d'Afrique. C'est vraiment pas bien du tout. C'est révolu, l'esclavage. Absolument, ma très chère, je ne vous le fais pas dire. Merci à vous d'être avec toute l'équipe de Matin Bonheur. Cédric Lombardo est là déjà, il est en train de se chauffer pour nous parler développement durable. Après lui, nous aurons donc le docteur Tano Mea Antoine, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. C'est à suivre sur Matin Bonheur. Mais avant, ma très chère Alix, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un reportage qui nous fait état de la déforestation de l'Amazonie qui est devenue un baril de poudre. Quand la déforestation transforme l'Amazonie en baril de poudre, le conflit agraire atteint son paroxysme en Amazonie brésilienne depuis l'élection du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Et d'après l'ONG Amazon, la déforestation en Amazonie a augmenté de 54%. C'est grave quand on sait toute la superficie de l'Amazonie en 2019 par rapport à 2018. L'État du Pará concentre à lui seul 37% des aires dévastées, Et le reportage sur le territoire à Ara est censé être inviolable depuis qu'il a été officiellement délimité par le gouvernement en 1991. Mais hélas, le constat, il est celui-là. Des arbres abattus illégalement en plein territoire protégé du peuple Arara, une image devenue tristement familière pour Tadji, l'un des chefs de cette tribu du Pará dans le nord du Brésil. C'est triste de voir ces troncs qui gisent sur le sol comme ça. Ce bois-là est déjà mort. Pour repousser les trafiquants de bois, quelques familles Arara sont venues s'installer ici l'an dernier, tout près de la route transamazonienne. Les intrusions sur ces terres sont montées en flèche depuis l'élection en octobre du président Jair Bolsonaro. Excédés,
Tadji et ses compagnons d'armes sont prêts à employer la force pour chasser les trafiquants. Il y a quelques semaines, ils ont mis le feu à ce camion destiné au transport de bois. Si les autorités ne font rien, nous allons prendre des mesures et agir à notre manière. Et quand on passera à l'action, ce sont les hommes de Bolsonaro qui seront responsables du bain de sang. C'est à la nuit tombée que les camions de trafiquants prennent la route. Des hordes de mineurs, bûcherons et spéculateurs fonciers arrivent aussi par le fleuve Amazone. Morceau par morceau, ils grignotent la forêt, allant parfois jusqu'à tuer ceux qui barrent leur chemin. Récemment, un ministre du gouvernement Bolsonaro a fait le déplacement à Altamira, la grande ville la plus proche du territoire Arara. L'occasion pour les chefs de tribus locales de crier leur colère. Nous voulons que le gouvernement agisse sans délai, ou bien il va y avoir des problèmes. Des problèmes pour les fermiers, c'est ça que vous voulez. Je suis un chef. Je mourrai si vous tuez ma terre, mais je vais me battre pour mon peuple. Pour eux, c'est le nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui galvanise les intrus avec des discours teintés de mépris pour la culture et les droits des indigènes, ce dont se défend son émissaire. C'est absurde. L'invasion de n'importe quel territoire, l'occupation de n'importe quelle terre, qu'elle soit indigène ou non, ou bien privée, c'est criminel. On ne peut pas le tolérer. Ça doit être confié à la police. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après l'ONG Amazon, la déforestation aurait augmenté de 54% le premier mois de la présidence Bolsonaro par rapport à l'année précédente. Les meilleurs alliés de l'Amazonie sont les peuples indigènes. Sur cette carte, on voit comment les terres Arara ont résisté ces 25 dernières années aux coupes illégales. Mais ceux qui défendent le poumon du monde le paient souvent de leur vie. Le Brésil est l'un des pays où le nombre de meurtres de défenseurs de l'environnement est le plus élevé. Antônia Melo ne compte plus les enterrements de ses compagnons de lutte assassinés. Je me sens menacée parce que les lois environnementales ne sont pas respectées. Et maintenant, avec ce gouvernement, ils se sentent puissants au point de pouvoir tuer ceux qui barrent leur chemin. Bolsonaro veut encourager l'agriculture et l'exploitation minière en Amazonie. Une politique dont les conséquences sont aujourd'hui incalculables. Les représentants indigènes qui ont alerté dernièrement la communauté internationale parlent des prémices d'une apocalypse. Loin des tronçonneuses et des coupes à blanc, les jeunes Arara n'en ont pas encore tout à fait conscience. Mais chez leurs aînés, comme Tadji, la colère n'a pas fini de monter. Un document édifiant sur tout ce qui se passe du côté des poumons du monde, ce qu'on appelle communément l'Amazonie. Vraiment gageons qu'avec les sommets, avec les réunions, on puisse vraiment aller avoir un début seulement de solutions. Alors aujourd'hui, ça c'est une transition magnifique, l'élément qu'on vient d'avoir pour parler maintenant avec Cédric Lombardo d'agroécologie pour la lutte contre les changements climatiques en Afrique. Vous voyez qu'il y a une certaine homogénéité, on dit ça en toute humilité. Alors, le planteur a plusieurs alliés, on ne le dira jamais assez. Il y a le climat, il y a la pluie, il y a les températures, mais aussi les abeilles, voilà, les vers de terre, les termites, les travailleurs invisibles de ces champs. Mais voilà, les alliances changent. Attention, mesdames et messieurs, avec pour cause le changement climatique, la déforestation et puis l'épuisement des sols. Parce que, oui, mesdames et messieurs, les sols aussi ont une vie, les sols se fatiguent, les sols naissent, vivent et meurent. Il faut l'adapter. Le paysan a conscience de ces changements et se demande comment s'adapter à ces changements. Première question. Et puis comment produire tout en protégeant les alliances par rapport à l'environnement. C'est toute la thématique autour de laquelle va graviter ce rendez-vous aujourd'hui avec notre très cher Cédric Lombardo. Cédric, bonjour. Bonjour. Alors, que renferme la notion d'agroécologie? Première question. L'agroécologie, ça va être une stratégie d'agriculture qui va vouloir être conforme ou qui va vouloir, comme vous le disiez si bien, s'allier à l'écologie, s'allier à la vie de la terre, s'allier à l'environnement, les pluies, etc. Et ça va être une stratégie qui va devoir s'appuyer non pas sur des éléments de chimie, comme on connaît depuis, j'ai envie de dire, la révolution verte dans les années 70, mais qui va plutôt essayer de travailler sur les éléments du vivant et non pas sur de la chimie synthétique. Voilà.
D'accord. Et on va toujours s'arrimer par rapport aux travaux de la journée, des journées africaines de la transition écologique et savoir si cette méthode de production est-elle nouvelle. Alors, elle est absolument pas nouvelle parce que il y a deux agricultures que l'on peut opposer. Il y a une agriculture qui est traditionnelle, qui est ancestrale, j'ai envie de dire, parce que l'on soit en Afrique ou que l'on soit en Europe ou même aux États-Unis, il y avait toujours des stratégies pour travailler avec la terre, puisque à cette époque-là, les engrais chimiques n'existaient pas, les pesticides chimiques n'existaient pas. Donc, il y a un véritable savoir-faire. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à développer justement ce qu'on appelle les engrais de synthèse pour que les plantes puissent accéder plus rapidement à la nourriture. Et c'est là vraiment où il y a eu un grand changement dans l'agriculture. Et c'est un petit peu ça maintenant qu'il faut que nous corrigions aujourd'hui. Alors on sait, c'est un secret de Polichinelle, que l'Afrique subit de plus en plus les effets de l'environnement, surtout avec l'effet papillon de tout ce qui est fait ailleurs. Alors de quel soutien financier disposent nos paysans pour l'agroécologie? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Alors il y a des choses qui se passent, on peut regretter un petit peu que ça soit insuffisant, parce que moi, vous savez, je suis toujours un nostalgique de l'ancien temps, où on avait la Satmassi qui encadrait le paysan, qui faisait un petit peu cet effort-là, et qui a permis à la Côte d'Ivoire de devenir le numéro 1 mondial de la production de cacao. Aujourd'hui, ces efforts sont beaucoup moins présents, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient totalement absents. Et lors des journées africaines sur la transition écologique, on a pu apprécier notamment l'intervention de l'Agence française de développement, qui est le premier élément vidéo qu'on va vous présenter ce matin, qui montre comment l'État et ses partenaires internationaux travaillent justement pour une nouvelle agriculture conforme aux enjeux du changement climatique. Premier élément de ce matin, le soutien des partenaires internationaux. Donc là, on a tout un panel d'appui avec le ministère de l'Agriculture sur les filières vivrières, filières d'exportation aussi dans le Nord avec la filière coton, et je le mentionnais via les collectivités locales, des actions au niveau des régions. Donc, des actions d'accompagnement aux filières sur des projets, disons, d'appui à l'agriculture plus classiques, mais dans lesquels on peut identifier à chaque fois des actions qui permettent l'adaptation via des techniques d'agroécologie, d'agroforesterie, de meilleure rétention de l'eau dans le sol, etc. Donc, nos interventions dans le secteur de l'agriculture prennent de plus en plus, je dirais, une orientation vers ces questions de résilience au changement climatique. Alors, Cédric, ces projets d'appui à la transition agroécologique sont-ils suffisamment vulgarisés en zone rurale? Non. On va être brutal. Ils ont, avant toute chose, ils ont le mérite d'exister. Moi, vous savez, je suis un éternel optimiste et ils ont le mérite d'exister. On voit que ces actions se renforcent. Malheureusement, quand on calcule le nombre de planteurs que nous avons, je prends dans le cacao, entre 400 000 et 800 000 planteurs, vous voyez déjà, on ne maîtrise pas tout à fait les chiffres, il faut être capable de tous les accompagner. Alors, malheureusement, nous n'avons que des pilotes de démonstration qui sont mis en œuvre, des stratégies d'accompagnement qui sont mises en œuvre, mais elles sont largement insuffisantes par rapport à la quantité de paysans qu'il faut maintenant accompagner face au changement climatique, face aux enjeux de développement durable. Et si on parlait un peu du secteur privé, ça c'est très important aussi dans tout ce qui est nomenclature de la lutte. Est-ce que ce secteur privé est fortement impliqué dans la mise en œuvre de l'agroécologie? Alors le secteur privé, c'est une bonne question parce que dans le secteur privé, il faut qu'on regarde deux acteurs. Il faut qu'on regarde ceux qui sont actifs en termes de plantation et ceux qui sont plutôt les transformateurs entre guillemets de nos matières premières. C'est vrai qu'ils ont largement conscience des enjeux de changement climatique. Ils ont parfois leur propre surface agricole et pour eux c'est un petit peu difficile parce qu'ils ont des formules mathématiques qu'ils mettent en place. Il me faut tant d'azote, tant de potasse, tant de ceci, cela. Et ils ont un petit peu peur de changer ces formules pour ne pas modifier leur productivité parce que derrière c'est leur rémunération qui va rentrer en jeu. De l'autre côté, il faut accompagner le paysan. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, mais sur le terrain, ils sont insuffisamment présents pour accompagner vers de nouvelles pratiques. On observe de petites actions, on observe de petites choses, mais de nouveau, c'est largement insuffisant par rapport à l'immensité de la population rurale de Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est le plus important, accompagner les planteurs qui, eux, sont sur le terrain. Et parlons toujours d'accompagnement et d'actions à mettre en place sur le terrain. Quel doit être le rôle de l'État pour la promotion de cette technologie d'écologie? Alors, le rôle de l'État, il est un petit peu difficile parce que les choses ont changé. L'État est avant tout un régulateur, mais il ne peut pas imposer certaines techniques.
D'accord? Donc il ne peut que les encourager. Il est aussi, j'ai envie de dire, un développeur. Ça veut dire qu'on a besoin d'une recherche scientifique sur le terrain. On a des projets comme le FIRCA qui sont conduits par l'État de Côte d'Ivoire, qui sont vraiment extrêmement intéressants. Donc il peut donner des pistes, il peut donner des orientations, mais aujourd'hui il n'est plus comme dans le passé, quand on parlait de la SATMACI à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire, il n'est plus aussi présent sur le terrain qu'il l'était. Et aujourd'hui c'est vraiment cette alliance qu'il faut que l'on regarde. Il faut qu'il arrive à mieux orienter la politique des agricoles, excusez-moi, au niveau de l'agro-industrie, mais il faut aussi qu'il soit un peu plus présent au niveau du paysan. Et de nouveau, comme le disait Marcelin il y a quelques semaines, l'argent est le nerf de l'environnement. Alors, il est 6h50, nous sommes en 2019. Cédric, concrètement, que faut-il aux paysans pour en même temps penser à sa production, à l'amélioration de sa production et penser aussi au respect de l'environnement? Est-ce que le paysan de Diekabo de Mbato chez moi a ce luxe-là, peut se payer ce luxe-là? La difficulté pour lui, ça va être déjà, comme on l'a dit, il faut être capable de travailler un petit peu sur les sols. Et puis il y a une autre question qui va se poser, c'est l'accès un petit peu aux ressources. Donc une des ressources qui est importante, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le mix fertilisant. On ne peut pas bannir la fertilisation chimique du jour au lendemain, elle a quand même une certaine nécessité, mais il faut trouver un petit peu une alliance entre la fertilisation organique et la fertilisation chimique. Et c'est justement le deuxième élément qu'on voulait vous présenter ce matin, qui était une intervention de Agra, donc qui est une grande ONG sur la nouvelle révolution agricole que nous attendons. Donc c'est le deuxième élément de ce matin sur le mix fertilisant, comment travailler justement la fertilisation des sols. L'utilisation des engrais chimiques appropriés, associés à la matière organique. Parce que nous disons on ne peut pas utiliser les engrais chimiques sans la matière organique. Cela permettrait d'augmenter la productivité. Cela pourrait aussi profiter à l'environnement en réduisant la pression pour convertir les forêts en terres agricoles. Cela pourrait également augmenter la production de la biomasse qui permettrait ainsi d'augmenter la teneur en carbone organique au niveau du sol. Et nous disons que l'utilisation appropriée des engrais permettrait de réduire les émissions en carbone parce que certains estiment que non seulement l'utilisation, mais aussi la production d'engrais joue énormément sur les émissions de gaz. Mais nous disons que son utilisation, avec tous les effets dont je venais de parler, permettrait de réduire cette tendance. D'accord. Là, au moins, on a une solution qui est bien concrète concernant ce mix fertilisant-là. Mais qu'est-ce qui oppose l'écologie et les engrais chimiques? Eh bien, l'écologie, c'est qu'une plante, entre guillemets, quand elle va absorber les éléments nutritifs dont elle a besoin, elle ne va pas les trouver directement dans le sol présent. Enfin, plutôt si. Vous avez une chaîne de bactéries qui vont se mettre en place, qui vont décomposer le bois, qui vont décomposer les feuilles, qui vont les manger, etc. Et puis de la feuille verte qui tombe par terre jusqu'à la nourriture disponible pour la plante, il y a une chaîne qui se met en place. Ça, c'est la vie du sol, ce sur quoi les plantes ont l'habitude de travailler. Ensuite, on a apporté les engrais chimiques. Et là, l'élément était directement accessible. La difficulté que nous rencontrons, c'est que si ces engrais chimiques sont mal dosés, mal appliqués, etc., en fait, ils vont tuer la vie dans le sol. Et vous aurez un sol qui va devenir stérile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de dire... Ne travaillez pas seulement sur la fertilisation chimique, essayez d'équilibrer un petit peu certains éléments, d'autant plus que quand vous ne travaillez que sur les engrais purs, NPK traditionnels, vous allez manquer de calcium, vous allez manquer d'autres éléments pour les plantes. Donc, ça n'est pas que dans la chimie que vous trouverez la réponse. Équilibrez un petit peu pour donner un peu plus de vie à ce sol. Alors, on parle d'engrais organiques. Est-ce que ça fait tout de suite indubitablement penser à un coût supplémentaire pour les paysans? C'est d'un côté. Puis de l'autre côté, à part le sol et la fertilisation, sur quoi d'autre on peut travailler pour avoir des résultats concrets? Oui, alors la première question, c'est le coût de l'engrais organique. Mais en fait, l'engrais organique, le paysan, il le connaît par cœur. C'est quand il fait du compostage, quand il décide de récupérer du bois, des feuilles, etc., il va les mettre à composter. Et c'est là où il va justement créer cette chaîne vivante qui va transformer directement les feuilles mortes en éléments assimilables pour la terre. C'est un temps de travail supplémentaire, mais ce temps de travail supplémentaire, entre guillemets, est aussi une économie, puisque s'il travaille sur la fertilisation organique, il n'aura pas besoin d'acheter des engrais chimiques. Donc là, l'encouragement qui est fait par Agra, c'est de trouver l'équilibre entre la chimie et l'organique, et c'est quelque chose que le paysan sait très bien faire. Mais dans les deux cas, nous avons toujours une même difficulté. Un sol a besoin de quelque chose, une plante a besoin de quelque chose, et ces deux solutions, si elles sont totalement séparées, peuvent manquer de réponse par rapport aux besoins en calcium ou autres de nos plantes.
Ça, il y avait une deuxième question qui était liée à ça, c'était, excusez-moi Marcelin. À part le sol et la fertilisation. À part le sol et la fertilisation, on peut agir sur quoi d'autre? Alors, on peut agir sur les semences, on peut agir sur les graines. Et c'est justement encore une autre intervention qui était intéressante de la part de AGRA, cette grande ONG qui avait été lancée par Kofi Annan en son temps, paix à son âme. Et eux, justement, ils proposent de travailler sur l'amélioration des semences, comment avoir des graines qui soient beaucoup plus résistantes par rapport aux enjeux de changement climatique que nous avons maintenant. Donc, troisième élément de notre vidéo de ce matin. Il y a d'autres technologies autres que l'engrais, autres que la fertilisation, c'est d'avoir des semences de qualité, des semences appropriées. Et AGRA a travaillé avec des instituts de recherche. AGRA n'intervient pas directement, mais soutient les organisations locales, soutient les gouvernements, soutient le secteur privé. Et là, nous avons travaillé avec les instituts de recherche dans beaucoup de pays à développer des variétés spécifiques, des variétés résistantes aux maladies, mais aussi des variétés résistantes à la sécheresse pour pouvoir augmenter la productivité, pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire qui est l'un de nos grands objectifs. Et à ce jour, grâce à l'accompagnement, il y a plus de 500 variétés améliorées qui ont été développées. Non seulement développées, mais aussi travailler avec le secteur privé, les compagnies semencières, pour pouvoir justement approvisionner les producteurs sur ces questions de semences. Parce que l'une chose, comme je le disais tout à l'heure, une chose est de développer, mais une autre chose est de pouvoir amener la technologie au niveau des producteurs, une autre est de pouvoir les accompagner à l'adopter. Alors Cédric, comment le planteur peut-il changer le climat dans sa plantation avec tout ce qu'on entend? Oui, c'est aussi un autre facteur parce que là on voyait qu'il s'agissait donc d'agir sur les semences, d'agir un petit peu sur les graines. Alors je vous rassure tout de suite, on n'est pas en train de parler d'organismes génétiquement modifiés, ça c'est un point qui est important. On essaie de travailler sur des graines qui soient normales. Après va se poser la question, il y a deux questions. Premièrement, quand est-ce que ça va arriver vraiment entre les mains des planteurs? Et puis deuxième question, c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Mais là, on laissera ce débat pour beaucoup plus tard. Maintenant, une fois qu'on sait comment travailler sur les sols, une fois qu'on sait comment travailler sur les plantes, il y a aussi autre chose que le paysan peut faire, c'est aussi créer son propre climat. Et pour créer son propre climat, il va falloir sur sa plantation, il va falloir qu'il réfléchisse avec différentes essences. Et là, maintenant, on rentre sur une thématique qui s'appelle la thématique de l'agroforesterie. Et on avait justement, lors des journées africaines sur la transition écologique, on avait l'ANADER qui était présent. Et le quatrième et dernier élément de ce matin, c'était justement l'intervention de l'ANADER sur l'agroforesterie. Pratique pour lesquelles l'ANADER met l'accent de plus en plus, c'est l'agroforesterie avec l'association de cultures vivrières et d'acacia. Vous voyez, aujourd'hui, quand une personne exploite une parcelle, ceux qui font des cultures pérennes ont tendance à aller faire leurs cultures vivrières en d'autres endroits. Alors qu'il faut associer ces pratiques pour éviter de détruire d'autres parcelles afin de faire ces cultures en dehors. Ça permet même d'économiser, si vous voulez, de l'énergie et de l'argent. Pour ceux qui sont dans le nord, dans les cultures d'anacade, les dimensions pour planter l'anacade, c'est 10 mètres, 10 mètres. 10 mètres sur la ligne, 10 mètres entre les pieds. Vous voyez, tout cet espace qui reste, si l'exploitant ne met pas en valeur cette parcelle, il aura à dépenser pour venir désherber. Et très souvent, c'est de l'herbicide qu'ils vont acheter pour mettre dans les allées. Donc, pour protéger l'environnement, on les encourage plutôt à mettre des cultures vivrières, ce qui permet également de donner à manger à la population qui en a fortement besoin. Alors Cédric, quand on a vu ça, on a encore souvenance donc des pratiques ancestrales au niveau agroécologique. Et puis, quelles contraintes pourrait-on adopter pour l'intensification agroécologique? Ce sera pour terminer. Il nous reste seulement une minute. Oui, vous avez raison, parce que dans les pratiques ancestrales, on va retrouver de très nombreuses solutions pour être capable de répondre aux enjeux de maintenant. On avait parlé de nos termites avec le ZAI il y a déjà pas mal de temps. Donc, la première chose, avec l'agroforesterie, ça va être de dire, si jamais j'ai un arbre, je peux apporter de l'ombrage, je peux avoir une meilleure rétention d'eau, je peux créer
a un climat sur ma plantation. Et en fait, on va se rendre compte que dans le passé, il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient. Il y a un arbre qui est magnifique, qui s'appelle l'Acacia albida, et c'est un arbre que les populations du Nord utilisent beaucoup dans les plantations. Donc il faut ramener un petit peu ces pratiques-là, et puis arriver un peu à travailler le sol. Maintenant, la deuxième question, c'était comment parvenir à mieux vulgariser cela. Il y a un rôle qui est majeur, avant toute chose, c'est le rôle de la recherche scientifique. On a en Côte d'Ivoire, depuis les années 90, énormément de travaux qui ont été faits avec les partenaires internationaux, que ce soit la GIZ, l'AFD, etc. Malheureusement, ces travaux restent désespérément dans les tiroirs. Il faut les sortir des tiroirs, il faut les mettre sur le terrain, il faut les partager avec les populations. Il faut être pragmatique comme on sait l'être sur Matin Bonheur. Merci. Merci infiniment Cédric Lombardo pour ces informations-là. C'est sûr que les solutions sont trouvées, les méthodes existent, il faut juste les intégrer et puis fédérer les forces pour pouvoir les mettre en place. C'est ça, absolument. Merci. Aussi simple. Merci Cédric, à la prochaine fois. Bonne journée. Allez, on part pour une petite pause, c'est ça, de publicité. Et puis Régis, il est déjà installé, c'est le dernier flash. C'est l'heure de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Le président arménien Armen Sarkissian, le Premier ministre Nikol Pachinian et le chef de l'église apostolique arménienne, parmi d'autres responsables, assistent à une cérémonie pour le 104e anniversaire du génocide arménien de 1915. Sur le même sujet, cette fois en France, le Premier ministre Édouard Philippe déclare que la France ne se laissera impressionner par aucune pression ni aucun mensonge. Lors de son discours pour la première commémoration officielle du génocide arménien de 1915, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fustigé hier ceux qu'il appelle les donneurs de leçons à propos du génocide arménien, notamment la France, qu'il accuse d'être responsable du génocide au Rwanda. On reste en France. Les maires de 13 villes dénoncent la situation indigne des migrants et réclament à l'État des places d'hébergement supplémentaires dans une lettre adressée hier mercredi au ministère de l'Intérieur et du Logement. Nous devons construire collectivement une réponse aux défis que pose l'accueil des réfugiés en France. C'est pourquoi nous vous demandons de nous recevoir afin d'échanger sur le dispositif d'accueil et d'orientation des migrants, demandent les élus. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction française, a validé hier la décision médicale d'interrompre les traitements de Vincent Lambert contre l'avis des parents du quadragénaire tétraplégique en état végétatif depuis 10 ans. Le Conseil d'État a donné raison aux médecins de l'hôpital universitaire de Rennes qui avait collégialement décidé d'interrompre les soins le 9 avril 2018 afin de mettre un terme à un acharnement thérapeutique sur ce patient devenu symbole du débat sur la fin de la vie en France. L'intensification des sanctions américaines contre les exportations de pétrole iraniennes ne restera pas sans réponse, a prévenu hier le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. La nation iranienne ne reste pas les bras croisés face à l'animosité, indique un message sur le compte Twitter en anglais de Khamenei, sans précision sur la forme que pourrait prendre une telle réponse. Les établissements scolaires et des commerces sont fermés à Mayotte en raison de l'activité orageuse provoquée par le cyclone Kenneth. Placé en préalerte cyclonique, Mayotte est donc à l'arrêt. Le cinéma français est en deuil après avoir perdu l'une de ses figures les plus populaires des dernières décennies. Le comédien Jean-Pierre Mariel est décédé hier à l'âge de 87 ans. Si les débuts du comédien sont laborieux, lui qui a partagé des années au conservatoire avec Jean-Paul Belmondo et Jean Rochefort, entre autres, il finira par s'imposer comme un acteur populaire tant au théâtre qu'au cinéma. Il restera l'inoubliable interprète de Monsieur de Saint-Colombe dans Tous les matins du monde. Et puis au paradis des rockers français, Johnny Hallyday n'est plus seul et c'est toute une époque qui continue de s'éteindre. Dick Rivers, une des voix les plus emblématiques des années 60, est mort des suites d'un cancer hier, le jour de son 74e anniversaire. C'est sur ces mots que nous refermons les portes de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention.
Ah ouais, il est sacré Régis, avec le paradis des rockers. L'idée n'est plus seule. On ne va pas accéder au paradis des journalistes. journalistes. Il y a toujours ce petit quelque chose après pour l'info. Et c'est ce qu'on aime chez Régis. Merci beaucoup Régis. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir lundi. Demain, ce sera le tour de notre très cher connaît, Monsieur Beurre de Karité. Voilà, il y en a des codes comme ça ici. Hein. On vous dira ça à la fin de la saison. Merci d'être à Matin Bonheur, mesdames et messieurs. Nous allons recevoir dans quelques instants le docteur Tano Mea Antoine. Il est directeur de tout ce qui s'occupe de la lutte contre le paludisme dans notre pays. Avec ses équipes, il travaille sans relâche pour que les populations ivoiriennes soient vraiment en sécurité au niveau du palu. Est-ce que ça porte ses fruits? Quel est le point de la lutte? Est-ce que la moustiquaire imprégnée, c'est une réalité? Est-ce que ça agit concrètement? Quel est le taux? Est-ce que l'évaluation nous donne de l'espoir? Enfin, il sera là et il va nous parler. Vous pouvez nous poser des questions, mesdames et messieurs, en utilisant simplement le hashtag Matin Bonheur, là où les gens s'expriment. Et on s'exprime de plusieurs façons. Il y a l'explication sur le terrain et aussi il y a la vidéo, la preuve. Le paludisme, priorité nationale depuis 2012 pour le gouvernement ivoirien, constitue 33% des motifs à des consultations en Côte d'Ivoire. Les vecteurs de transmission du paludisme sont les moustiques du genre Anophèle, qui comprennent plusieurs groupes d'espèces infectées, ou par transfusion sanguine d'une personne infectée. Le paludisme à Plasmodium, lui, n'a pour origine ni un virus ni une bactérie, mais un parasite formé d'une cellule unique qui se multiplie dans les globules rouges de l'être humain. Le paludisme, c'est une maladie qui est généralement causée par la piqûre des moustiques. Le paludisme est une maladie qui est causée par les piqûres de moustiques. Et aussi, ces moustiques proviennent des eaux sales, des endroits malsains. Le paludisme touche environ 600 millions de personnes dans le monde et entraîne le décès de plus de 2 millions de personnes par an. Cette pathologie est la plus répandue des maladies parasitaires. Par conséquent, elle ne doit pas être négligée. Le palu, vous savez, généralement, nos parents mettent tout sur le couvert de la sorcellerie. Quand ils ont le palu, ils disent que c'est peut-être un voisin qui l'a envoyé. Mais il faut leur faire comprendre que le palu, ça vient d'une flaque d'eau juste à côté. Quand on dit que le paludisme donne l'insuffisance rénale, quand on vous dit que le paludisme non soigné chez l'enfant est cause d'épilepsie, comme on dit en Afrique, c'est un petit palu. Non, le palu n'est pas une petite maladie. Donc, partant, c'est à nous d'utiliser les moyens que l'État met à notre disposition. Que les gens dorment sous les moustiques imprégnés. Le fardeau économique du paludisme sur les ménages démunis des quartiers défavorisés n'est plus à démontrer. Les habitants des quartiers précaires doivent faire face quotidiennement au double poids des charges de maladie et de la pauvreté économique. Les coûts directs associés au paludisme représentent en moyenne 12 à 14% du revenu des ménages, dont les membres actifs perdent en outre 4 à 7 jours de travail. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le paludisme connaît des progrès d'année en année. Les recherches se tournent vers l'élaboration de nouveaux moyens de prévenir et de traiter la pathologie. C'est confirmé que les moustiques imprégnés sont très efficaces dans la prévention du palu. Nos recherches ont montré que l'utilisation de la moustique imprégnée baisse la transmission du palu de 50 à 90%. Donc c'est vraiment une méthode confirmée. Mais comme il y a certaines personnes qui ne l'utilisent pas, dans nos recherches, nous allons dans les villages, il y a quand même une frange qui ne l'utilisent pas pour diverses raisons. On parle d'incommodité, étouffement, chaleur, etc. Donc il faut trouver des mesures complémentaires, pas pour remplacer la moustiquaire, mais complémentaires. Et aujourd'hui, ici, nous avons mené des recherches sur des peintures insecticides, comme on dit. C'est des peintures dans lesquelles on a ajouté de l'insecticide. Et nous avons trouvé que ces peintures-là sont efficaces, empêchent même dans l'ordre de 80 à 100% le contact homme et le moustique. Les populations sont encouragées à l'utilisation des moustiquaires, à l'assainissement du cadre de vie, et toute prescription doit être précédée par une consultation. La mortalité liée à cette pandémie, qui représentait 50% des motifs de consultation dans les structures sanitaires en 2012 en Côte d'Ivoire, a chuté à 33% en 2017. Il a également été relevé que la Côte d'Ivoire, qui occupait le 5e rang des 15 pays fortement endémiques en 2012,
est à la 12e place en 2017. Et voilà, beaucoup de chiffres avancés dans cet élément. En plateau donc avec le docteur Tanomea Antoine, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. On en aura encore à profusion. Docteur, bonjour. Bonjour docteur. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. On va démarrer par un travail d'analyse statistique des chiffres au niveau national. Merci. Merci. Ben, je voulais vous dire merci à monsieur le ministre de la Santé qui nous permet d'être là aujourd'hui pour parler du paludisme. Et aujourd'hui, c'est le 25 avril. La journée. C'est la journée, normalement aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Mais en Côte d'Ivoire, cette journée mondiale est reportée au 9 mai. Parce que le ministre lui-même étant la première personne de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire est en déplacement, il a souhaité vraiment participer à cette journée mondiale. Et donc, pour cela, la journée mondiale a été reportée. Pour parler des chiffres en Côte d'Ivoire, je voudrais vraiment vous remercier parce que l'émission qui vient de passer retrace vraiment la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Quand on parle des quartiers précaires, tout ce qu'on donne ici, c'est ce dont nous discutons avec le monsieur avec lequel on a fait l'interview, le docteur Tia, avec lequel nous travaillons aussi, pour dire qu'on ne travaille pas seul. Dans le cas de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, c'est vrai, nous sommes le programme national de lutte contre le paludisme avec mes collaborateurs, mais nous avons un groupe scientifique d'appui qui est composé d'experts comme le docteur Tia qui vient de faire l'émission. Et donc, nous avons des experts en entomologie, des experts en pédiatrie, des experts en parasito, des experts aussi en maladies infectieuses et en biologie. Okay. Donc, quand il s'agit de questions de pédiatrie, nous nous adressons aux experts, les experts pédiatres pour qu'on puisse tester le paludisme. Quand il s'agit de problèmes de parasito ou d'entomo, en fonction de la thématique, nous nous adressons aussi à ces différents experts avec lesquels nous travaillons. Donc, toutes les décisions que nous prenons au niveau du programme, c'est des décisions qui sont soutenues par ces différents experts. Ok, ça nous rassure, ça rassure les Ivoiriens, j'imagine. Maintenant, on va revenir sur le plateau statistique, parce qu'à Matin Bonheur, on aime les chiffres. Oui. Quels sont les chiffres du paludisme en Côte d'Ivoire? Je rappelle que dans une interview en 2013, vous aviez dit que 80% de la population, par exemple, possède la moustiquaire imprégnée, mais seulement 40 à 43% des personnes l'utilisent. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Bien, merci beaucoup. Comme vous voulez des chiffres, on va vous en donner. Si on parle de moustiquaires... C'est le public qui veut des chiffres. Oui, comme on parle de moustiquaires, on va d'abord commencer par les moustiquaires. Oui. Ces chiffres-là, effectivement, ont connu une évolution. Dieu merci. On a connu une évolution. Aujourd'hui, dans la population générale, après la campagne 2017 qui a pris fin en mars 2018, 93% de la population possède au moins une moustiquaire imprégnée longue durée d'action. Et donc, nous avons fait aussi des enquêtes. L'enquête MIS a montré que dans la population générale, l'utilisation de moustiquaires est de 50,1%. C'est-à-dire qu'on a une progression. On a une progression au moins de 10%. Mais ça, c'est de la population générale. Mais lorsque nous partons de façon spécifique, en milieu rural, cette utilisation va jusqu'à 75%. Mais en milieu urbain, surtout à Abidjan, et nous avons vraiment des problèmes aussi à Abidjan, l'utilisation va dans l'ordre varie entre 10 et 25%. Et cela est dû à quoi? Cela est dû au fait qu'à Abidjan, tout le monde pense que dormir sur un climatiseur ou bien avoir un ventilateur, ça protège. Ça protège. Malheureusement, non. Ça ne protège pas. Et c'est avec ces personnes que souvent on a des cas compliqués aussi, parce qu'ils ne se protègent pas. Et donc, on a plus de cas avec eux. Alors, docteur, il y a aussi un chiffre très, très important. On a 33% de consultations, de motifs de consultation. Oui. 33%. Oui, vraiment, je voudrais ici profiter pour dire merci, féliciter les agents de santé. Les agents de santé, les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, les médecins, les sages-femmes et les infirmiers, parce que on était en 2012 à 50% des motifs de consultation. De toute personne qui venait en consultation, c'était pour au moins 50% était pour paludisme. En 2013, on est passé à 47%. Et nous sommes passés aujourd'hui, en fin 2018, à 33%. Félicitations, franchement. Oui, donc, en tout cas, cela, ce n'est pas le docteur Tando, c'est tous ceux qui travaillent. Et vous aussi, travaillez, qui communiquez pour que les gens changent de comportement.
Donc aujourd'hui, voilà un des chiffres qui a bien marché. Si on parle au moins des incidences aussi, l'incidence du paludisme liée et l'incidence du paludisme, c'est surtout chez les enfants. On était pratiquement à près de 382, on est passé à 292 en 2016. Aujourd'hui, nous sommes à 287 pour 1000 habitants. Il y a une progression, c'est vrai, n'est pas aussi grande. Hein? On est passé de 300 à 292 et à 282. Il y a quand même une régression de l'incidence au niveau sur les enfants. Donc, vraiment, pour dire qu'il y a un travail qui est fait sur le terrain. Et il faut dire aussi qu'en matière de mortalité liée au paludisme aussi, nous connaissons aussi une baisse de mortalité liée au paludisme. Pour dire aussi, on était à 4400 décès. 4400 décès en Côte d'Ivoire. Entre 2015 et 2016, nous sommes passés à 3222 en 2017, mais on a fini l'année 2018 à 3213. Donc ça veut dire qu'il y a une régression. Le palud a toujours la première cause de mortalité? Oui, mais le palud demeure toujours le premier motif de consultation et la première cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Et de morbidité aussi. Et de morbidité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on me dira que oui, vous avez réduit peut-être que de 5 ou de 10 points de cas de décès. Mais si 10 points de cas de décès, c'est une personne qui ne décède plus. Mais s'il y a 10 points, c'est beaucoup. C'est des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas décédées au cours de l'année 2000. Enfin, beaucoup de personnes qui ne sont pas décédées au cours de l'année 2018. Ça veut dire que si on vous donne un peu plus de moyens, on peut oui, si on nous donne, au fait, si on parle de moyens, je voulais vraiment dire merci. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts et contribue à la lutte contre le paludisme, augmente le budget du programme national de lutte contre le paludisme. L'État de Côte d'Ivoire, avec ses partenaires, le Fonds mondial, vraiment participe, et aussi PMA USAID, notre nouveau partenaire qui vient d'arriver depuis 2017, fait qu'aujourd'hui, nous avons des ressources. Et donc, mais plus de moyens nous permettra encore davantage de faire d'autres nouvelles stratégies. Mais aujourd'hui, on allait plus loin. On a quitté le centre de santé. Enfin, nous sommes dans le centre de santé, mais au-delà du centre de santé, nous sommes allés dans la communauté. Et dans la communauté, aujourd'hui, tous les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé ont au moins un agent de santé. Un ASC, on appelle un agent de santé communautaire qui a été formé pour prendre en charge les enfants de moins de 5 ans. Parce que, comme je le dis toujours, il y a au moins 30% de la population de Côte d'Ivoire qui est située à plus de 5 km d'un centre de santé. Donc ces personnes-là ne bénéficient pas de la gratuité que nous faisons en matière de lutte contre le paludisme et ne bénéficient pas des activités de prévention et de prise en charge du paludisme. Est-ce que la gratuité du traitement est effective partout? Oui, j'en viens tout à l'heure. On oublie, on n'en parle pas. Oui, on va en parler tout à l'heure. Donc nous rapprochons ces services-là de ces populations. Et donc les enfants de moins de 5 ans sont pris en charge aujourd'hui dans les villages. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on commence à avoir une bonne réduction des cas de décès. Et aussi, il y a des femmes enceintes aussi qui sont là-bas. Donc, on fait ce qu'on appelle les consultations en stratégie avancée. Donc, on va vers ces populations et on adresse les questions de paludisme. Donc, en dehors, nous sommes passés à échelle des interventions dans le public et dans la communauté. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous sommes allés aussi dans le privé. Dans le privé, aujourd'hui, nous ne sommes pas partout encore, certes, mais nous sommes dans 100 entreprises qui ne font pas des bénéfices qu'on appelle donc les centres de santé non lucratifs, qui font les mêmes prestations qu'on fait au public. Et nous travaillons aussi aujourd'hui avec 60 cliniques privées de Côte d'Ivoire qui font la dispensation gratuite, je dis gratuite, de la moustiquaire imprégnée et de la surveillance périmétamine pour les femmes enceintes. Mais cette année, nous avons enrôlé près de 280, près de 28 encore cliniques. Donc, nous allons passer certainement cette année à 100 entreprises. Mais quand vous avez parlé de gratuité, la gratuité est une réalité. J'explique un peu la gratuité. Pourquoi ce supplie avant de parler là? Ce supplie parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment respecté partout? Je ne peux pas vous dire respecté partout avec certitude. Pourquoi? Il faut le nuancer. Parce que c'est les hommes qui travaillent. C'est les hommes qui travaillent, c'est les hommes qui doivent respecter ces directives. On vous comprend. Voilà, donc tout le monde ne peut pas, je ne peux pas dire que tout le monde respecte à 100%. Si vous contrôlez bien, normalement, vous pouvez? Oui. Oui, ben, quand la personne fait la consultation, quand on a donné l'ordonnance au patient qui va voir le pharmacien pour prendre le médicament
à l'hôpital public. Nous ne sommes pas là. Cette discussion entre les deux personnes, c'est à ce niveau-là, ça peut poser un problème. Et les contrôles ne se font pas tous les jours, mais ce n'est pas à coup. On fait des suivis. Donc, pour dire qu'il y a d'abord l'arrêté portant gratuité de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Cet arrêté-là prend la gratuité est pour toute la population de Côte d'Ivoire. Il y a aussi le décret de la gratuité ciblée pour la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans. Donc, pour dire qu'en matière de lutte contre le paludisme, que ce soit un cas de paludisme grave chez les enfants ou la femme enceinte, c'est pris en charge gratuitement. Que ce soit un paludisme simple, ça c'est l'arrêté. Un cas de paludisme simple, ça prend en charge, ça prend en compte toute la population de Côte d'Ivoire, tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est de faire respecter cela. Mais on fait un suivi et nous sommes allés même faire des pancartes, des panneaux de 12 mètres carrés pour afficher devant les centres de santé, pour montrer même à ceux qui ne savent pas lire et écrire de savoir qu'il y a la gratuité. Mais tous les outils de communication que nous avons aussi, c'est écrit dessus que tout ce que nous faisons est gratuit en matière de lutte contre le paludisme. Que ce soit le TDR, c'est-à-dire le test de détection rapide, que ce soit la goutte épaisse, ces deux examens-là pour confirmer le paludisme, ces deux examens sont gratuits. Maintenant, une fois que c'est confirmé, le médicament aussi est donné gratuitement. Mais je n'ai pas dit que les consultations sont gratuites. Ça, ce n'est pas de mon ressort. Voilà. Et le traitement adjuvant, ce n'est pas gratuit aussi. Voilà. Donc, ça dit que le traitement du paludisme, c'est l'antipaludique. C'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire l'a rendu gratuit. Donc, tout restera dans la prescription du médicament indiqué qui est subventionné totalement. Totalement, dans l'hôpital public. D'accord. En termes de projection, quels sont les projets d'avenir à court, long et long terme du programme? Il faut dire qu'aujourd'hui, à long terme, à moyen terme, c'est d'éliminer le paludisme. L'objectif, c'est éliminer le paludisme. Éradiquer totalement. Et donc, pour éliminer le paludisme, il faut de nouvelles stratégies. Et donc, les nouvelles stratégies, comme on a dit d'abord, il faut d'abord passer déjà à échelle des interventions. Il faut aller partout où se trouve un Ivoirien qui peut bénéficier de la prise en charge du traitement. Donc, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous sommes déjà passés dans la communauté. Nous allons passer à échelle aussi dans la communauté, maintenir cette prise en charge dans la communauté. Et aussi passer à échelle aussi dans le secteur privé, que ce soit lucratif et non lucratif. De telle sorte que même si quelqu'un se trouve quelque part en Côte d'Ivoire dans une entreprise ou bien dans une mine, qu'il soit pris en charge de façon convenable. Et donc, en dehors de ça, nous allons faire aussi de la prévention, qui est une des premières stratégies, passer à échelle vraiment aussi des stratégies de la prévention. Aujourd'hui, en dehors de la moustiquaire et de la surveillance périmétamique qu'on donne aux femmes enceintes, nous allons faire, grâce à notre partenaire qui vient d'arriver, qui depuis 2017 travaille PMI, nous allons faire la pulvérisation intradomiciliaire. Et donc, c'est indépendant de la stratégie de prévention qu'on ne faisait pas, que nous allons pouvoir faire maintenant. Et nous allons aussi, comme on dit toujours à la population, leur demander d'assainir le cadre de vie. Dans l'élément qui est passé tout à l'heure, le paludisme, j'ai toujours dit que le paludisme recule avec le développement. Donc, si notre environnement est propre, il n'y a pas de lieu de ponte de moustiques. Donc, souvent, les gens sautent les flaques d'eau. On a vu tout à l'heure les femmes sauter les flaques d'eau pour traverser, pour aller dans leur maison. Non, ces flaques d'eau qu'elles ont traversées, ces flaques d'eau-là vont constituer des lieux de ponte des moustiques. Ça va devenir des gîtes larvaires demain. Des ménagères qui renversent l'eau. L'eau partout, voilà. Et donc, vraiment, l'eau partout. Il faut qu'on arrive à rendre propre notre environnement. Absolument. Si on arrive à rendre propre notre environnement, d'abord, ça commence par nous-mêmes. Parce que très souvent, on dit l'État. L'État fait quoi? Mais l'État fait aussi des choses. Mais nous faisons quoi? Je suis dans ma maison, il y a de l'eau devant ma maison, mais je peux prendre du sable pour couvrir cette eau, pour ne pas que ça devienne un lieu de ponte des moustiques. C'est le côté citoyen que vous attendez de vous. Voilà, c'est ce que j'attends des Ivoiriens, c'est que chaque personne se sente redevable, c'est-à-dire se sent responsable, prendre sa partie en matière de lutte contre le paludisme. Donc il nous reste quelques minutes. Un point sur lequel les gens aimeraient qu'on revienne aussi, c'est l'automédication. Tout le monde connaît le palu. Les gens évitent, bien on peut, je ne sais pas, le taux au niveau des tests de gouttes épaisses, à quel ratio vous êtes, mais il y a le phénomène de l'automédication aussi. J'imagine que vous travaillez là-dessus. La médecine traditionnelle, l'automédication et puis le manque d'affluence pour les tests pour savoir réellement si vous avez le palu. OK. L'automédication, je peux dire que ce n'est pas une bonne chose. Ça n'a jamais été une bonne chose, médecin. Ça n'a jamais été une bonne chose. Vous avez la fièvre,
allez-y à l'hôpital. Un hôpital public ou privé, l'hôpital le plus proche, on va confirmer le cas de paludisme. Si on confirme que c'est un paludisme, on vous donne le médicament qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, on ne prend plus de médicaments sans confirmation. Donc, vraiment, pour dire que l'automédication est une très mauvaise chose. Parce qu'il se peut que ce ne soit pas un paludisme. Le paludisme, me prend les signes, me prend beaucoup de maladies, typhoïde, plein de choses et tout ça. Mais il faut éviter, il faut confirmer le cas avant de prendre le médicament. Ça, vraiment, j'invite la population de Côte d'Ivoire à confirmer le cas de paludisme avant de prendre n'importe quel médicament. Et pour cela, on vient de former aussi, les agents des officines privées. De telle sorte qu'une personne qui vient maintenant dans une officine privée pour un médicament, qu'on dit non, il faut confirmer d'abord avant de prendre. Donc nous voulons vraiment couvrir de telle sorte que toutes ces personnes-là ne prennent plus maintenant les médicaments comme ça. En matière de tests, je peux vous dire que tous ceux qui viennent à l'hôpital et qui sont dans la communauté sont testés. C'est sauf ceux qui ne sont pas venus à l'hôpital. Automatiquement? Non, non, ceux qui vous venez à l'hôpital pour fièvre, on va confirmer votre cas avant de vous traiter. OK. Donc, sauf celui qui n'est pas venu, cette personne qui n'est pas venue à l'hôpital, qu'on ne peut pas. Que ça soit dans la communauté, chez les enfants, oui, les tests sont fiables. Les tests sont fiables à, je peux vous dire, les tests sont fiables à 99,99% des cas. C'est fiable. Donc, c'est fiable, on leur dit, on fait des tests aussi. On vérifie ce qu'on donne à la population. Que ce soit le médicament qu'on donne, nous évaluons les médicaments chaque 2 ans. Que ce soit les tests de diagnostic rapide ou les TDR que nous faisons, ou les gouttes épaisses, on évalue aussi ces différents intrants pour ne pas qu'on ait de faux positifs au niveau de la population. Mais même, je vous dis encore que hier, nous allons faire encore une autre enquête, cette année 2019, là, au sujet des TDR pour voir est-ce que ces TDR que nous utilisons depuis quelques années sont encore efficaces. Mais sinon, c'est efficace. D'accord. Merci, docteur. On a encore une question, une minute. Pour vous parler de la prévention, rapidement pour terminer. Oui. La prévention. La prévention, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de dormir sur la moustiquaire. La moustiquaire est de l'utiliser vraiment. Maîtriser son environnement. Maîtriser son lit, assainir son environnement. Assainir, oui, c'est ça. Voilà, il faut l'assainir, il faut qu'on dorme dans un environnement propre. Et quand une femme est enceinte aussi, d'aller faire une consultation, de faire une consultation prénatale. Et au cours de cette consultation prénatale, on va lui donner gratuitement la moustiquaire. Et on va lui donner aussi la surveillance pyrimétamine pour se protéger et protéger son enfant. Et donc, tout enfant qui tombe malade aussi, c'est d'aller à l'hôpital. Donc vraiment, la moustiquaire, c'est un moyen, le docteur Thiel l'a dit tout à l'heure, ça peut nous permettre d'imprégner. Moustiquaire imprégnée, longue durée d'action. Elle est très importante parce qu'elle peut nous permettre de faire reculer le paludisme en Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations pour ce que vous faites déjà avec vos équipes. Là, on a eu des chiffres, on aime bien ça. On a eu des chiffres, c'était concret, on sait d'où on était, on sait où on va. Vraiment, merci infiniment, docteur Tano. Et puis, bon courage à vous et à toutes vos équipes. Et pour terminer totalement, on aimerait souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Fofana Fatoumata, épouse Bamba Ayopougon, qui a posé beaucoup de questions. C'était son anniversaire. Mais elle a regardé l'émission pour avoir des informations. Merci et bonne journée. Que la santé soit avec nous tous. Merci.